Dans une expérience de paralysie du sommeil, le sujet se réveille, il se retrouve dans l'impossibilité de faire des mouvements, mais il reconnaît la réalité de sa pièce. De temps en temps, ou même très souvent, il peut avoir des hallucinations. Des hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles, tactiles. Il peut ressentir une présence sur sa poitrine, une présence qui peut se manifester aussi comme une hallucination visuelle, comme vous le voyez ici dans ce tableau de Baudelaire qui s'appelle La Nuit, sous forme d'une ombre noire qui est montée sur notre poitrine. Et nous attribuons à cette présence ressentie le fait que nous n'arrivons pas à faire des mouvements. C'est cette présence qui est contre-agentive, qui semble agir contre nous et qui nous écrase sur le lit, qui nous empêche de faire des mouvements. C'est une expérience effrayante. Beaucoup plus rarement, elle peut être aussi érotique. Et souvent, on peut aussi vivre des expériences hors du corps. Donc on peut voir son propre corps physique d'une perspective extrapersonnelle. Mais l'expérience la plus commune est celle que vous voyez représentée ici. Celle de cette ombre noire qui est interprétée culturellement, mais c'est là qui est le point fondamental. C'est une expérience endogénérée qui est générée par la neurophysiologie de notre cerveau, qui déclenche une expérience de paralysie du sommeil, mais ensuite, nous-mêmes, nous interprétons culturellement cette expérience. Nous revêtons culturellement cette hallucination qui nous monte sur la poitrine et qui nous écrase. Là, c'était un peu la première partie pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est un cauchemar et qu'est-ce que c'est la paralysie du sommeil. Maintenant, on revient sur des aspects beaucoup plus proches au sujet de notre école d'été. J'ai cherché des informations concernant le cauchemar et les dénominations du cauchemar dans les atlas linguistiques et ethnographiques, principalement des Alpes et du domaine franco-provençal. Alors, nous pouvons commencer. J'ai commencé par l'atlas linguistique et ethnographique, j'ai fait une faute, désolé, du Jura et des Alpes du Nord. Malheureusement, même si cet atlas est très riche, il y a plus de 5000 entrées qui ont été collectées sur 80 communes, mais malheureusement, il n'y a pas une carte ni pour le mot rêve, ni pour le mot cauchemar. Donc, dans l'atlas linguistique et ethnographique du Jura et des Alpes du Nord, nous ne trouvons aucune information sur la dénomination du cauchemar. Si nous passons au premier atlas linguistique et ethnographique régional, celui du Lyonnais qui a été réalisé par Pierre Gardette, nous ne trouvons que cette petite annotation en marge de la carte rêve, où nous trouvons que les informateurs ont normalement répondu à la question cauchemar en parlant d'un rêve mauvais. Et vous voyez ici les transcriptions des réponses. Un vilain rêve, une vilaine rêve, un mauvais rêve, un rêve fou, un sounds qui est mauvais. Donc en quelque sorte, on reste dans cette perte sémantique du mot, de la dénomination du cauchemar. Il n'est plus l'expérience de la paralysie ou du sommeil, mais c'est tout simplement un rêve effrayant. Ce qui nous intéresse est l'attestation que Pierre Gardette et ses collaborateurs ont collectée dans le point B. Il a collecté des formes « j'ai bataillé »,« j'ai fait une bataille ». Là, c'est très intéressant, car nous venons de voir que dans une expérience de paralysie du sommeil, il y a des hallucinations, il y a cette sensation d'une présence, une ombre noire qui monte sur notre poitrine, qui nous écrase, qui nous empêche de faire des mouvements. Cette attestation « j'ai bataillé » est très intéressante, car ça correspond du point de vue du dormeur, de sa tentative de, en quelque sorte, se libérer de l'emprise de ce cauchemar, de cet esprit qui vient nous piétiner et nous écraser. Donc je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue sémantique, ces attestations trouvées par Pierre Gardette pour le mot cauchemar. J'ai mis une référence à l'atlas linguistique de la
Gascogne, même s'il n'y a rien à voir avec notre domaine, c'est que c'est un des rares atlas qui présente quelques informations sur le mot cauchemar. Donc déjà, c'est très intéressant car dans le commentaire, il dit que la question relative au cauchemar, on a donné rien qui vaille et que de conséquence, on a substitué cette question de l'atlas par la question rêvée. En même temps, nous trouvons ces petites attestations. Il y a, vous le voyez aussi, des songes, des rêves, mais nous voyons aussi cette forme très particulière, estufero. Je pense, j'ai rattaché cette dénomination à cette racine toupe. Je regarde peut-être Raphaël qui connaît beaucoup mieux que moi le FEV et ces questions, car la forme toupe a donné comme signification étourdir, mais aussi étouffer, tamponner, couvrir, c'est quelque chose qui couvre. Et je pense que cette forme estufero est rattachée à cette base étymologique toupe, quelque chose qui nous étouffe, qui nous opprime toujours. Et nous trouvons aussi une personnification du cauchemar. Cette attestation sur la Cacciairo et cette description, elle était lourde. Elle était très lourde sur ma poitrine. Nous retrouvons donc dans la classe de la Gascogne des informations très intéressantes qui reviennent vers ce champ sémantique de l'oppression et de la paralysie. J'ai aussi pris la classe de la Franche-Comté. C'est la carte du mot rêve. Et là aussi, nous trouvons une très grande partie de rêves méchants. Le méchant rêve, méchant rêve, méchant rêve. On trouve aussi des puissonges, des couets, swenge. J'ai rêvassé en quelque sorte, mais j'ai fait des rêves. Et nous trouvons une attestation qui, elle aussi, nous intéresse. C'est « il m'a enfantomé ». Il m'a enfantomé. Là encore, c'est une personnification du cauchemar. C'est un fantôme qui est venu me visiter. Et le cauchemar, et le mar, et le fantôme, et l'esprit qui est venu m'écraser au cours du sommeil. Alors, je voulais vous montrer très rapidement les cartes de l'Ariès. Là, nous sommes donc, je crois que c'est celle-ci. C'est la classe, c'est le premier atlas en linguistique et ethnographique. Et en effet, les collecteurs de cet atlas ont très bien travaillé et ils avaient une connaissance très précise sur ce qu'ils étaient en train d'enquêter. Chez Wermeyer, Gerald Wolf ont travaillé principalement sur la partie de l'Italie et de la Suisse, et je crois qu'on oublie toujours de citer Wagner qui a travaillé sur la Sardaigne. Ce qui nous intéresse, si j'arrive à faire un petit zoom, c'est de vérifier qu'est-ce qu'il se passe dans la partie italienne qui nous intéresse, celle en quelque sorte franco-provençale. Nous trouvons deux attestations très intéressantes pour nous. L'Ozzoizon, la Secogne, et l'Uzzarzun. Et nous trouvons en plus, tout autour, dans les parlers gallo-italiques et dans la partie aussi franco-provençale, nous trouvons aussi des formes calcavia. Ce que nous avons vu avant, la choche-vieille, que nous avons trouvé dans le FEV pour la partie française, on les retrouve ici. Ici, là-haut, ici et dans la partie que nous voyons ici. Mais vous voyez la richesse des collectes. Est-ce que peut-être les enquêteurs des atlas linguistiques et ethnographiques régionaux français, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de collecter, vu qu'ils n'ont pu que collecter des rêves mauvais et des rêves effrayants. Donc la dénomination est avec la perte sémantique. Là, par contre, les trois enquêteurs de cet atlas ont fait une collecte plus mais que remarquable sur tout le territoire italien. On y reviendra peut-être plus tard, car je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Les autres enquêteurs qui ont travaillé sur l'AEI, là c'est la classe linguistique italien. Il existe une carte sur le cauchemar. C'est un peu moins intéressante que la précédente. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui.
vous voyez que pour la vallée d'Aoste, ils ont collecté des sons, donc ils n'ont pas été si brillants comme leurs collègues de l'Aliès. Nous trouvons ici la puée. La puée est la peur. C'est un terme très intéressant et encore une fois, pour ce qui concerne la personnification du cauchemar, c'est une expérience effrayante, donc on appelle le cauchemar ce qui fait peur. Et nous trouvons quand même dans le Piémont la Carcaveglia, la Carcavaia. Donc ils ont pu collecter aussi sur la partie piémontaise des termes qui nous intéressent car ils sont rattachés à cette base Chauchelier. Je reviens sur le PowerPoint. J'ai cherché à résumer peut-être ici. Là, c'est la classe des patois valdôtains. On a vu finalement paraître le premier volume sur le lait et les produits qui dérivent du lait. Là, c'est une carte que j'ai eue par des collègues, mais qui n'a pas encore été éditée. C'est la carte sur le mot cauchemar. Et comme vous le voyez, ce mot aussi, les enquêteurs aussi, dans ce contexte, ils ont collecté principalement des rêves mauvais, des croissons. Sauf un enquêteur extraordinaire, est M. Guicharda, qui a fait une enquête à Cogne, et c'est Guicharda qui a trouvé l'Utsutsun. L'Utsutsun pour le cauchemar. Sinon, comme vous le voyez, tous les autres, un beurre sonzo, un rêve mauvais, il y a un croix sonzo, je l'ai vu quelque part, un sonjo beurre, un gramme sonjo, beurre sonzo. Et alors, qu'est-ce qu'il y a pour les variétés franco-provençales de la vallée d'Aoste? Principalement, il y a le travail extraordinaire de Guichard comme enquêteur pour l'APV, pour la classe des patois valdôtains, qui nous propose l'Utsutsun. Et ensuite, dans son livre sur le parler de Cogne, il nous propose en 1974 une autre attestation, écrite cette fois-ci avec une graphie différente, Tsutsun. J'ai remis pour la partie valdôtaine ce que nous avons vu sur la classe linguistique et ethnographique de l'Italie et de la Suisse méridionale, la forme de Reims-Saint-Georges, l'Otsoitson, et la forme de Saint-Marcel, l'Utsarzun. Mais vous devez savoir que, vu que nous sommes ici sur Saint-Nicolas, il y a aussi l'abbé Serlogne, que dans son dictionnaire en 1907, il a attesté la forme Tsutsunion, qu'il décrit comme étant un être fabuleux, le cauchemar. Ce qui est très intéressant est que tous ces termes, presque tous, sauf celui de Saint-Marcel, le Tsarzun, se rattachent à la base étymologique que nous avons mise en évidence pour le cauchemar, calcare, piétiner et écraser, cette fois-ci sans la jambe. Et on a tout simplement calcare, qui se décline phonétiquement dans ces variétés tsutsun, soitsun, tsutsunion. L'autre, l'utsarzun, il dérive d'une autre base étymologique du latin caricare, mais qui ne nous amène pas très loin de la précédente, car caricare, il signifie charrier, charger, mettre du poids sur un char. Donc on revient sur ce champ sémantique de l'oppression et du poids. Ce que j'ai pu mettre en évidence pour tout le domaine franco-provençal, c'est l'existence de ce champ sémantique de l'oppression qui a été utilisé pour construire les dénominations du cauchemar. En 2013 et en 2014, j'ai décidé de partir dans la vallée de Côme pour faire une petite enquête ethnolinguistique, pour voir si le mot Tsutsun il est encore vivant. J'ai rencontré quelques informateurs, je vous propose ici les données que j'ai pu collecter. Et donc Elena Martinetto m'a dit très clairement que lo Tsutsun n'est pas lo svegliamento, ma quand prenne un specie de sonno. C'est une sorte de sommeil. C'est quelque chose de très typique de Cogne.
Et elle continue en disant, n'est pas un drumis, mais ce n'est pas un endormissement, c'est comme l'être entre l'endormi et perdre circa connaissance. Donc elle n'arrive pas véritablement à nous donner une définition du Tsutsune, elle nous laisse comprendre que c'est un état entre deux, entre l'endormissement et quelque chose d'autre. Plus loin, elle cherche à décrire un peu mieux ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit que prendre le Tsutsune, ça te prend de récha, donc quand tu es réveillé. Ça se passe quand tu es assis, par exemple. C'est très intéressant car elle utilise un terme que je ne connaissais pas, c'est la bensa. La bensa est la somnolence. C'est en quelque sorte quand on est en train de parler et on commence à tomber, il y a la tête lourde, les yeux qui tournent. Et c'est un terme que je ne connaissais pas, je pense que c'est un terme qui est très typique de Cogne, peut-être Andrea qui a travaillé sur le dictionnaire de Cogne, je crois. Est-ce que tu as pu collecter le mot bensa? Je ne suis pas arrivé peut-être jusque-là. Ah. Ce qui est très intéressant. Ça me dit quelque chose. Ah. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'on perd connaissance, mais en même temps, on peut entendre de Yuan le ways des gens qui parlent. Donc on peut entendre les entrées perceptives restent intactes. On peut entendre ce qui se passe autour de nous, même si on ne peut pas en quelque sorte réagir. Un autre informateur, il m'a raconté que le Tsutsune est quand un drume qui perd le cailleur, qui barbote, qui veut comme ce fût un tonti. Il nous dit aussi, et c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il nous dit plus loin, c'est que les personnes restent comme bloquées dans la respiration, restent en train bloquées, finques de la respiration. Donc là, encore une fois, il mélange un peu le somnambulisme probablement, car il dit qu'on peut parler, qu'on peut faire des mouvements, on peut crier. Et nous savons tous très bien maintenant que pendant la phase du sommeil paradoxal, on n'arrive pas à parler, ni à faire des mouvements, car tous nos muscles sont paralysés. Et en effet, le somnambulisme est un état dissocié, mais pas entre l'éveil et le sommeil paradoxal, mais entre l'éveil et le sommeil lent. Car tous nos muscles sont libres de faire des mouvements. Et si vous savez, quand vous vous réveillez après une attaque de somnambulisme, vous ne vous souvenez de rien. Car pendant la phase du sommeil lent et le sommeil profond, nos entrées sont complètement bloquées, coupées. Donc, on ne se souvient de rien. C'est très intéressant, donc, ce qu'il nous dit, car si d'un côté il mélange un peu le somnambulisme, il nous dit que les personnes qui sont prises par cette expérience sont bloquées dans la respiration. Et en effet, si tous nos muscles sont paralysés, tu as cité, je pense, avant le fait qu'il ne faut pas fermer la bouche de la sorcière quand elle est sortie sous forme d'esprit. Mais selon cette approche de sémantique neurocognitive, quand une personne sort de son corps sous forme d'esprit, a une expérience de paralysie du sommeil et avec une expérience hors du corps. Si on lui ferme la bouche, si on la couche sur la bouche, elle est en étant paralysée et elle ne peut plus respirer activement. Donc elle risque de mourir suffoquée. Donc là, c'est une information très intéressante qui enrichit notre réflexion sur le cauchemar. Le dernier texte que j'aimerais vous présenter, si j'ai encore un peu de temps, je regarde. Bien sûr. Voilà, parfait, merci. C'est un texte que j'ai collecté, c'est toujours à Cogne. J'ai collecté le verbe rêver, que c'est ce verbe un peu bizarre que je n'ai pas collecté ou que je ne connaissais pas dans d'autres variétés de la Rédoste, peut-être Christian. Non, oui. non. Et cet informateur, il me dit très clairement qu'il a eu une expérience de paralysie du sommeil, du Tsutsune, et il nous dit qu'après avoir mangé à midi, il avait sommeil, il se met pour se reposer sur un canapé, et que le Tsutsune l'a pris à ce moment-là.
je passe sur cette partie-là, comme ça c'est plus facile dans la prédiction. Il nous dit que c'est comme si tu es en train de dormir, mais après, tu fais ce rêve que tu veux te lever, faire un mouvement, mais tu n'y arrives pas. Car tu as quelque chose sur toi. Là, c'est très clairement une description très précise de la personnification du cauchemar. On n'arrive vraiment pas à faire une action. C'est cette chose sur moi qui m'empêche de faire un mouvement, qui me paralyse, qui me bloque, qui m'écrase. Nous comprenons donc très bien que le cauchemar et les formes franco-provençales que nous avons vues dans cette présentation sont toutes liées et ont été construites plutôt, les dénominations pour le cauchemar ont été construites sur un champ sémantique très précis. Le champ sémantique de l'oppression, calcaire et opprimé. C'est calcaire est plus un agent. La chauche vieille, la vieille qui nous écrase, le cauchemar, le mar, un être surnaturel qui nous écrase. J'ai lancé une enquête beaucoup plus large sur plusieurs langues qui n'ont rien à voir et avec des liens de famille très précis. J'ai lu plusieurs articles, j'ai fait quelques collectes et je me suis rendu compte que dans de nombreuses langues du monde, pour définir le cauchemar en tant qu'expérience et en tant que personnification du cauchemar, on utilise le même type de catégorie. On construit la dénomination pour l'expérience et pour la personnification de la même façon, en utilisant le champ sémantique de l'oppression, et c'est le plus commun, et un peu plus rarement le champ sémantique de la paralysie. Mais pour le moment, je n'ai que trouvé ces deux attestations liées au champ sémantique de la paralysie. C'est l'atlas de l'Italie et de la Suisse méridionale qui m'a permis de collecter dans le Frioul la forme Vencoul pour définir le cauchemar en tant qu'expérience et aussi le cauchemar en tant que personnification, qu'être fantastique. Ce qui est très intéressant, c'est que Vencoul, il dérive du latin vinculum, qui signifie quelque chose qui empêche de faire des mouvements. C'est la paralysie donc. Et un terme japonais, et on va beaucoup plus loin, jusqu'au Japon, c'est le terme kanashibari. J'ai mis l'étymologie, kana c'est le métal, c'est le fer, et shibaru, il signifie lié, noué, être ligoté par une chaîne de métal. Donc là, c'est très clairement une idée de paralysie, on n'arrive pas à faire des mouvements. C'est très intéressant si on va dans cette approche que j'utilise dans mes études. C'est une approche en quelque sorte transalpine qui parle des arbres francophones pour arriver jusqu'à l'Himalaya oriental. Donc là, c'est simplement une carte sur l'arc alpin que nous connaissons beaucoup mieux ici. Nous voyons que dans les Alpes carniques et dans les Alpes juliennes, il y a des formes très intéressantes pour définir le cauchemar. Il y a le chalchut, là on est à nouveau sur notre timon calcaire écrasé. Il y a le pestat qui dérive du latin pistare, qui signifie écraser, encore une fois. Encore une fois, on est dans le champ sémantique de l'oppression. Et celui que je viens de vous présenter, Vencoul. En quelque sorte, en parcourant linguistiquement tout ce que l'on trouve dans le domaine alpin, grâce aux atlas linguistiques, on peut ressortir la richesse des dénominations du cauchemar, mais qui reposent toutes sur une même typologie, on pourrait dire sémantique. Pour dire quelque chose sur l'Himalaya, la Kichkani est un être surnaturel qui se manifeste avant comme un vent très léger, et vers minuit, elle prend la forme d'une très belle fille aux cheveux longs qui a un sari blanc. Il y a deux types de récits rattachés à la Kichkani. Un est celui classique de l'autostoppeuse fantôme de la Dame Blanche, et l'autre est un récit très intéressant lié au fait que la Kichkani peut venir pendant la nuit dans la chambre des garçons, avoir une relation sexuelle avec
à la personne et en même temps lui soutirer du sang qu'elle va stocker dans un haut de sa jambe. Donc là, on serait plutôt dans le contexte du succube, un être surnaturel féminin cette fois-ci qui vient écraser le dormeur, et en plus il y a la composante érotique que nous avons vu être possible aussi dans l'expérience de la paralysie du sommeil. Ce qui est très intéressant est que jusqu'à 2016, l'étymologie du terme Kitschkani était au moins un peu naïve. Cette chercheuse avait écrit que la Kitschkani est une kanya, c'est le terme en népalais pour indiquer une jeune fille vierge, qui produit le son kitsch 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 en courant dans ses pérégrinations dans les bois du Népal. En réfléchissant autour de la sémantique neurocognitive, je propose une autre étymologie pour le terme Kitschkani. Je reconnais bien évidemment pour la partie finale du mot la même explication fournie par cette chercheuse, mais je pense que la première partie, kitsch, elle serait une abréviation où la marque de l'infinitif tombe du verbe kitschnu qui signifie lui aussi écraser, piétiner. C'est une jeune fille vierge qui vient nous écraser pendant le sommeil. Ce qui se rattache très clairement aux narrations, aux très nombreuses narrations que j'ai pu collecter au Népal. Donc encore une fois, ce champ sémantique de l'oppression très typique pour décrire une expérience de paralysie du sommeil. Très rapidement, quelques petits textes. Oui, j'ai 3 diapos, et on passe très rapidement. Notre collègue peut-être de la Chine, il connaît les termes que j'ai pu collecter dans cet article, Bei Guai Chag et Bei Guiya, très mal prononcé. Ou peut-être, la forme Yan, c'est aussi être oppressé et paralysé par un fantôme. Est-ce que vous connaissez ces termes? Non. Et comme vous le voyez, j'ai séparé par continent, il y a plusieurs langues du coréen, Kawimulite, qui signifie oppressé, je l'ai confirmé avec des locuteurs qui habitent sur Lyon. Le Cambodge, c'est un fantôme qui pèse sur. Fium, c'est être recouvert par un fantôme, donc il y a toujours cette idée de quelque chose qui monte sur nous. En Afrique aussi, il y a Al-Jatoum, par exemple, en Égypte, où le verbe Yajtoum signifie s'asseoir sur, donc c'est un être qui s'assied sur notre poitrine pendant le sommeil. En 2015, j'ai parlé avec un monsieur du Mali qui m'a transmis ces 2 termes qui sont rattachés encore à la pression et à quelque chose qui exerce une pression sur notre corps. Pour les langues romanes, pour revenir à quelque chose d'un peu plus proche, j'ai mis un ancien français à pesar qui est attesté dès le IIIe siècle. La pesar, c'est le poids toujours, qui est représenté dans son étymologie. Le pesarone, c'est dans une variété régionale de l'italien, la pesadilla et la pesadilla pour l'espagnol et le portugais, c'est le poids toujours sur notre corps qui nous écrase. Et bien évidemment, le latin incubus, se coucher sur, succubus, c'est la version féminine où nous retrouvons se coucher. Et le grec aussi est fialtes et phallomai, c'est quelque chose qui nous saute dessus. Pour terminer, je propose ce modèle pour la construction des catégories terminologiques qui pourrait être appliqué au franco-provençal certainement, mais aussi à de nombreuses autres langues qui sont parlées sur notre planète. Et ce modèle pour la construction des dénominations pour l'expérience du cauchemar et pour l'être surnaturel, pour sa personnification, serait articulé avec un agent suivi par un prédicat prototypique lié au champ sémantique de l'écrasement ou de l'oppression ou de la paralysie. Les 2 modèles que je vous présente, c'est la choche vieille. La vieille, c'est l'agent, c'est la veitula. Le prédicat, le verbe prototypique lié à l'écrasement calcare, c'est une vieille qui nous écrase.
Au Népal, on reste dans la grande famille des langues indo-européennes, le népalais et une langue indoarienne. On trouve